Les podcasts du Figaro. On a inspiré avec cette aventure toute une génération d'étudiants français. Il y aura une centaine de salariés à terme et dont on pense 70% en situation de handicap mental. Voilà, donc c'est un très très beau projet, ça va être une première en Europe. Moi je voulais vraiment, avant de m'engager, être certain d'avoir la bonne mise à distance de mon cas personnel par rapport à mes engagements associatifs. Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour, vous écoutez Les Engagés. Je suis Aude Cérès, rédactrice en chef au Figaro. Et toutes les semaines, nous recevons une personnalité qui porte haut et fort, ou parfois plus discrètement, sa détermination à faire évoluer la société. Aujourd'hui, nous allons parler handicap, entrepreneuriat et culture. J'ai le grand plaisir de recevoir Augustin Palluel-Marmont. Bonjour Augustin. Bonjour Aude. Augustin, je vais tenter de vous présenter brièvement. Vous avez 49 ans, vous êtes marié avec Victoire et père de 5 enfants. Vous êtes entrepreneur, votre parcours est assez connu, une école de commerce, le SCP, puis un CAP de boulangerie à l'issue duquel vous avez lancé avec Michel de Rovira une aventure, Michel et Augustin, plus de 15 ans d'une aventure entrepreneuriale à 100 à l'heure. Et en 2015, vous décidez de revendre Michel et Augustin à Danone, Michel et Augustin qui depuis a été revendu à Ferrero. Vous entreprenez une deuxième vie personnelle et professionnelle. Vous êtes impliqué depuis très longtemps et discrètement dans le monde du handicap. Et vous lancez aujourd'hui un projet ambitieux, un ensemble culturel dans lequel travaillent des jeunes porteurs de handicap. C'est bien résumé ? Oui. Mais en tout cas, moi, je me qualifie comme effectivement citoyen engagé, entrepreneur, marié et avec de multiples casquettes, parce que je trouve que quand on multiplie les engagements, les expériences, quelle qu'en soit la durée, mais quand elles sont vécues avec intelligence, un peu de passion et du discernement aussi, on est capable d'essayer de contribuer à un monde meilleur et de s'enrichir personnellement. Si on rembobine un petit peu, qu'est-ce qui reste de l'aventure Michel et Augustin ? Qu'est-ce qui reste comme héritage, comme ce que ça vous a apporté ? Oui, alors c'est à la fois proche et très loin, parce que nous, on a arrêté avec Michel toute fonction opérationnelle en 2020, donc c'est déjà 4 ans. C'est l'aventure d'une vie. Et là, il se trouve qu'un peu de manière étonnante, on réunit tous les anciens dans quelques semaines pour se revoir et prendre plaisir à se redécouvrir. Et ce que je retiens, moi, ou en tout cas ce qui m'a marqué, c'était une culture d'entreprise. Et je dis entreprise, ce ne sont que les femmes et les hommes qui l'animent, cette culture, donc qui était un peu hors norme, avec une ambiance un peu de machine à laver créative, d'engagement, de joie de vivre, de simplicité, d'exigence aussi. Donc il y avait vraiment, suffisait d'ouvrir les portes de la bananeraie et on sentait quand même une atmosphère très particulière parce que je pense que les femmes et les hommes qui construisaient cette aventure avec nous avaient quand même des talents évidemment professionnels, mais humains un peu exceptionnels. Donc c'est un peu de nostalgie de cette ambiance. Et c'est marrant parce que dans le petit questionnaire qu'on a envoyé pour les gens avec qui on va se retrouver, tous ces anciens trublions, oui, c'est un peu quand est-ce qu'on recommence. C'est cette nostalgie de cette culture et de cette patte humaine un peu spéciale. Moi, je me suis posé beaucoup la question parce que 15 ans d'entrepreneuriat de très, très engagé, qui de temps en temps à se mettre soi-même un peu en danger. Je me suis souvent posé la question après, c'est le tout ça pourquoi ? Donc moi, je sais ce que ça m'a apporté personnellement, mais en quoi ça contribue à un monde meilleur, entre guillemets, parce que restons à notre place. C'était, je pense que cette aventure, parce qu'elle était simple à comprendre, elle était enjouée, elle était dans le quotidien, qu'elle a été à une époque très fortement médiatisée, elle avait des codes très nouveaux. Elle a inspiré, on peut le dire, avec d'autres, mais on a inspiré avec cette aventure toute une génération d'étudiants français à s'intéresser à l'entrepreneuriat. On recevait 7000 candidatures par an. On était de très loin le cas entrepreneurial le plus étudié en lycée pro, en école de commerce, en BTS, avec des centaines de conférences partout. Donc voilà, la legacy de cette aventure, au-delà de revaloriser le goût, la qualité des ingrédients, de revaloriser aussi le savoir-faire gestuel de pâtissier, ça a été surtout d'inspirer, de donner envie, et j'en croise aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait des trucs bien plus outstanding que ce qu'on a fait,
mais qui nous disent et qui témoignent de c'est en découvrant l'aventure Michel-Augustin sur M6, dans un cas d'école à la fac ou dans un exposé ou dans même un sujet national d'examen, ça m'a démontré que l'entrepreneuriat pouvait être source de joie de vivre et d'utilisation de ses talents et ça nous a donné envie d'entreprendre. Voilà, donc c'est ça la legacy de l'aventure. Et comment est-ce qu'on tourne la page ? Enfin, ou comment on passe à autre chose ? Il faut un temps quand même pour se remettre. Je pense que chaque cas est particulier. Moi, j'ai des copains qui ont monté des histoires tout aussi exaltantes et qui ont tout de suite enchaîné, qui ont même réussi à gérer 2 projets en même temps, avec la fin et le début d'un autre. Moi, j'ai eu besoin de temps, beaucoup de temps. Je pense que c'est aujourd'hui, quand je vous parle, que je commence à arriver à être sorti de cette aventure. Et moi, j'avais un peu conceptualisé cette étape, qui était cette étape de jachère, dans laquelle les sols sont en repos en vue de la prochaine semence. Et donc, c'est un repos. Moi, je me suis mis pas mal au service un peu de ma famille, parce que j'avais été quand même très absent. Donc, de ma femme, de mes enfants. J'ai passé aussi un diplôme d'État de médiateur familial. Alors, j'ai tout fait, il manque juste mon module. Il faut que j'écrive mon mémoire maintenant, mais j'ai encore 3 ans pour le faire. Donc, je suis quasi diplômé. Mais j'ai fait un stage très, très long chez Blanche de Noyelles. J'ai adoré ce monde de la médiation. Moi, j'aime bien profiter de ces temps de jachère pour compléter un peu mes compétences, mon ouverture au monde. J'ai fait après quelques investissements pour soutenir des jeunes entrepreneurs aussi. Et avec ma femme, on a pris un très gros engagement qui s'est clôturé la semaine dernière, il y a 10 jours maintenant, où on a été, pour ceux qui connaissent le scoutisme, moi, j'avais jamais été scout jeune. Et on s'est engagé dans le scoutisme en étant ce qu'on appelle chef de groupe. Et donc, on a eu charge d'âme pendant 3 ans d'un groupe de 300 enfants, de 70 aînés, qui sont les jeunes de 17 à 23 ans, qui eux-mêmes encadrent les plus petits qu'eux, dans la philosophie scout de Baden-Powell, qui est centenaire et qui résonne tellement, je trouve, avec les enjeux qu'on traverse aujourd'hui en termes de société, c'est-à-dire le plus fort protège le plus faible, c'est la simplicité des moyens, c'est le respect de la nature, c'est l'apprentissage par le jeu. On s'est engagé pleinement avec Victoire pendant 3 ans, ça a été une aventure exceptionnelle. Donc c'est un peu ce que j'ai fait pendant ma période de jachère, entre autres. Fort de cet engagement de 3 ans auprès des jeunes, quel regard vous portez sur les jeunes d'aujourd'hui ? Alors, d'aujourd'hui, j'aurais pas... C'est un peu général oui, comme alors moi, comme j'ai pas du tout cette prétention de connaître la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse que j'ai eu la chance de côtoyer et d'accompagner pendant 3 ans, qui sont essentiellement 70 jeunes parisiens de 17 à 23 ans, que j'ai trouvé totalement outstanding, parce que extrêmement concerné par ce qui se passe sur la planète, parce que d'une générosité exceptionnelle, qui consacre des heures et des heures et des jours et des jours et des semaines à se former et à encadrer des plus jeunes. Ils m'ont épaté, ému, ils sont au service des autres, donc il y a une grande intelligence du cœur, mais est-ce que c'est évidemment pas représentatif, mais moi, l'appel que je fais à la jeunesse, c'est toujours engagez-vous, ne regardez pas la vie depuis votre canapé à travers des séries Netflix, parce que la joie de servir, et nous on l'a vécu à notre petit niveau avec ma femme, est immense. La joie de servir une cause, une communauté, c'est le sel de la vie, parce qu'on se met au service des autres, d'une cause, d'une communauté, et évidemment on s'enrichit aussi pleinement. Les 2 questions qu'on a confiées à notre groupe de jeunes adultes qu'on a accompagnés, c'était cette question tournée vers les autres quand ils voient quelqu'un, c'est le fameux « comment vas-tu vraiment ?» pour avoir une curiosité de l'autre, une attention à l'autre, un respect de l'autre. C'est ça le lien humain. Et la deuxième question tournée vers eux-mêmes, c'est « qu'as-tu fait de tes talents ?» Moi, c'est la question qui m'obnubile au quotidien. Qu'as-tu fait de tes talents ou que fais-tu de tes talents pour être certain que, quand on le peut, l'idéal qui nous anime corresponde à la réalité de sa vie. Qu'as-tu fait de tes talents ? Moi, c'est la question que je me suis posée tout simplement après l'aventure Michel et Augustin. Et en tout cas, moi, la réponse telle que je me la formalise intellectuellement sur le fait d'avoir inspiré avec d'autres, toute une génération d'étudiants français autour de l'entrepreneuriat, elle me convient aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous avez communiqué sur un nouveau projet autour du handicap, de créer un cinéma hors norme,
avec non pas un petit truc en plus, mais une grande chose en plus, comme vous l'avez dit dans un post, me semble-t-il, je ne sais plus ce que vous avez dit. Alors, c'est un projet de cinéma où travailleront des porteurs de handicap. Voilà, alors c'est un super projet. À l'origine, c'est une bande de copains de quartier, à Boulogne-Billancourt, et c'est l'un de nous, Julien Marcel, qui est très impliqué dans le cinéma, dont c'est sa vie professionnelle, qui a vécu longtemps aux US et qui a découvert un cinéma un peu hors norme dans le Connecticut, qui s'appelle le Prospector, qui est un très beau cinéma, dernier cri. Mais la particularité de ce cinéma, c'est que l'essentiel des employés sont porteurs de handicaps mentaux. Et donc, quand vous y allez, la personne qui vous accueille, qui vous vend les billets, qui vous prépare les pop-corns, qui vous présente même le film, même les bandes-annonces du cinéma, sont des bandes-annonces un peu spéciales publicitaires concoctées par un studio interne avec et animées par des personnes en situation de handicap. Et Julien a été très marqué par cette initiative-là. Il a même été administrateur de cette association, de cette fondation, je crois. Et il a eu l'idée moi, je me souviens très bien, il y a maintenant 6-7 ans, il m'a envoyé un WhatsApp en me disant « Tiens, mais est-ce que tu ne crois pas, Gus, qu'on peut faire quelque chose comme ça en France ?» Et avec Julien, avec Antoine, avec Pascaline, avec Sophie, avec Aurélie, donc avec tout un collectif de copains boulonnais, on a pris le ballon et voilà, on a réussi à aligner les planètes entre la mairie de Boulogne, qui avait un très beau lieu, qui était l'ancien Top, un théâtre de l'Ouest parisien, l'espace Bernard Palissy, qui est 3500 mètres carrés dans un très beau bâtiment de 1896, je crois, au cœur de Boulogne, qui était un peu sous-utilisé. Et on a réussi à embarquer aujourd'hui la Fondation Personnage, cette très belle fondation fondée par Lino Ventura et portée par le petit-fils de Lino Ventura, qui est Christophe Lasserre-Ventura, qui est vraiment une fondation exceptionnelle au service du handicap mental. Et donc, en alignant les planètes, on a réussi à lancer le projet. Donc, c'est évidemment des projets très longs, très complexes, parce que c'est très lourd administrativement, c'est très coûteux financièrement. Et aujourd'hui, la gestion opérationnelle du projet est intégralement faite par la Fondation Personnage, dont on est là en tant qu'un peu initiateur et on garde un œil très présent, mais il est porté opérationnellement Personnage. Donc ça va être 5 salles de cinéma, normalement un grand restaurant, un grand espace culturel, un peu librairie, des centres de formation. Il y aura une centaine de salariés à terme et dont on pense 70% en situation de handicap mental. Voilà, donc c'est un très très beau projet, ça va être une première en Europe. La route est encore longue, mais en tout cas, tous les ingrédients sont là pour en faire quelque chose d'assez exceptionnel. L'idée, c'est d'intégrer les porteurs de handicap mental dans la société de plus en plus. Ouais, par le travail, il y a un énorme sujet. C'est ce qu'a fait Yann Bucaille avec le Café Joyeux. Ce que Yann a fait remarquablement avec le Café Joyeux. Moi, personnellement, j'ai découvert le handicap quand j'étais à l'école jeune, dans un primaire, et dans le secondaire de mon école, il y avait des classes qu'ils appelaient à l'époque pourpres, qui étaient des classes pour les enfants porteurs de trisomie 21. Moi, c'est comme ça que j'ai été sensibilisé au handicap en tant que citoyen. C'est le rôle de l'école. Donc, il y a un énorme sujet sur la scolarisation des enfants en situation de handicap. Et 2, évidemment, il y a un énorme sujet de l'inclusion par le travail. Ce que fait Yann, il a ouvert la voie. Nous, on peut dire que c'est un peu un cinéma joyeux pour que les gens comprennent bien, avec un resto, avec plein de choses. Mais c'est évidemment d'intégrer par le travail, de former et d'être capable, évidemment, après d'essaimer. L'idée, c'est pas de garder ces personnes-là à vie, mais c'est de les former, de leur donner confiance, de leur donner un statut et de pouvoir les essaimer après dans d'autres structures de travail, d'autres entreprises. Mais c'est donc l'inclusion et le changement de regard par le travail dans le milieu de la culture. Et quand on voit aujourd'hui, vous en parliez tout à l'heure, l'incroyable succès d'un petit truc en plus. On a eu la chance, on a eu la chance de rencontrer Artus assez récemment. Et Artus, vraiment une personnalité qui est solaire, qui est humble, qui est vraiment profondément authentique avec sa femme Sarah. C'est aussi des leviers de changement de regard exceptionnels. C'est vrai qu'un film comme ça, par rapport à la puissance publique ou à une politique étatique sur le handicap, ça a des effets spectaculaires. Alors, il ne faut pas que ça reste en surface, mais maintenant, c'est à chacun d'entre nous de prendre le ballon et de transformer ce changement de regard dans la réalité de la vie quotidienne. Et j'ai vu que vous aviez aussi porté la flamme pour les Jeux paralympiques. Oui, alors moi, c'est un copain qui m'a proposé. Mais c'est quand même fort, parce que ces Jeux étaient... Oui, alors c'est un copain qui m'a proposé, c'était une expérience assez intéressante. Et c'est vrai que moi, j'ai mis du temps à m'engager sur le handicap, parce que je suis
La vie, c'est là où la vie est complètement incroyable. C'est que moi, j'ai découvert dans mon école. Après, il se trouve que dans ma famille, j'ai un cousin germain qui est déficient mental. Donc, j'ai connu le handicap aussi de manière très proche. Il se trouve que dans les époques un peu ado-étudiant, complètement par hasard, je m'étais occupé pendant 6 semaines d'un adulte très lourdement handicapé mental et physique, qui était dans le New Hampshire aux États-Unis comme un peu de job d'été, où j'étais vraiment un peu son infirmier à domicile. C'était une expérience qui avait été très très dure, mais qui m'a profondément marqué. Et le truc qui est fou, c'est que la vie m'a réservé, moi, effectivement, j'ai 5 enfants et ma 4e, on a découvert, mais complètement de manière inattendue, et je ne savais même pas que c'était possible, qu'elle était porteuse de trisomie 21 le jour de sa naissance. Et avant de s'engager là-dedans, moi, je voulais vraiment prendre le temps de maturation pour être certain de ne pas être trop dans l'émotionnel et d'avoir le bon niveau de distance par rapport à mon cas personnel, parce que souvent je trouve que dans les milieux associatifs, quand on est directement concerné par la cause, on se regarde un peu le nombril et on est beaucoup dans l'émotion, ce qui est normal. Donc moi je voulais vraiment, avant de m'engager, être certain d'avoir la bonne mise à distance de mon cas personnel par rapport à mes engagements associatifs. Donc votre fille, qui est porteuse de trisomie, Elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Voilà. Elle va bien, elle est scolarisée. Elle pète le feu. Elle a été scolarisée dans un établissement à Paris exceptionnel. Moi, évidemment, on sait qu'on est très privilégié d'être à Paris et que, moi, c'est un témoignage qui est très, très particulier, qui n'est pas du tout le reflet du handicap enfant. C'est que moi, j'ai jamais senti le moindre regard malveillant. Alors peut-être que je les vois pas aussi, hein. Moi, je trouve qu'on a autour de nous, dans nos mairies, dans nos associations, à l'école, aujourd'hui, une dynamique incroyable. Je pense qu'on est sur des points de bascule. Et mon cas n'est pas du tout illustratif du paysage du handicap en France, mais je pense qu'on vit quelque chose de 1000 fois mieux qu'il y a quelques dizaines d'années en termes de prise en charge médicale, éducative et du regard de la société. Qu'est-ce qui resterait à faire encore ? Tellement de choses. Ouais, tellement de choses. C'est ce que je disais, c'est la scolarité. Quand on voit en chaque début d'année qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants handicapés qui ne sont pas à l'école, et tout le monde ne peut pas évidemment à l'école. Mais je pense que moi, un des souvenirs qui m'a le plus ému, c'est en maternelle quand j'ai vu ma fille sur les bancs d'une école totalement mélangée avec sa classe d'âge au plus jeune âge, et cette diversité, cette inclusion. D'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire que le jeune. Mais c'est génial. Moi, je l'ai connu jeune et c'est un non-sujet après. La qualité d'une société, c'est sa capacité, évidemment, à intégrer et à se mettre au niveau des plus fragiles et des plus faibles. Et c'est pas l'inverse, c'est pas un handicapé. Moi, dans le scoutisme, on a un peu soufflé dans les bronches à un moment parce que c'était tout le monde est le bienvenu, mais on peut pas s'occuper des cas particuliers. En fait, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que ça marche pas comme ça. L'inclusion, c'est pas ça. L'inclusion, c'est justement à chacun de se mettre au service avec les ressources dédiées, supplémentaires s'il le faut, pour être capable de donner à chacun la même chance. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui ? Plein de choses. Moi, un de mes grands sujets aujourd'hui, je suis en train de remonter une aventure entrepreneuriale et avec un projet très singulier qui est un projet autour de l'Europe, mais l'Europe au sens géographique, des 44 pays, des 750 millions de concitoyens. Moi, je crois profondément à l'Europe, à notre citoyenneté européenne, à notre culture européenne. L'Europe est un territoire exceptionnel qui fait rêver le monde entier, peut-être sauf les Européens eux-mêmes. Donc là, je porte un projet entrepreneurial dont la mission, la raison d'être est de développer notre sentiment d'appartenance à l'Europe, d'être le symbole de l'Europe peut-être dans le monde. Moi, c'est un des projets qui m'anime, et comme le handicap, comme plein de sujets, je crois que la chance qu'on a, c'est de pouvoir s'intéresser à plein de choses. Merci beaucoup, Augustin. Si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? Je penserais à Loïc Louisotto, qui est un avocat qui a consacré une dizaine d'années à l'association Lazare, au service donc des SDF, qui a un peu cassé les codes aussi en termes de communication, qui est un homme exceptionnel et qui est maintenant sous-préfet, donc vraiment engagé dans la cité. Je trouve que c'est une histoire assez marquante. Merci beaucoup, Augustin, Merci. pour votre témoignage et votre engagement. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Cérès, rédactrice en chef au Figaro. Vous pouvez écouter Les Engagés sur le site du Figaro, Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute.
Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!